Cette histoire prend place dans un monde qui a été ravagé par une pluie gigantesque d'astéroïdes. En 2099, le monde a été rasé. Aucun humain, aucun animal ne survivèrent. Plus rien ne reste du monde tel que nous l'avons connu. Un millénaire après, en l'an 2092, une race inconnue d'extraterrestres dotée d'une technologie avancée avait pour but de préserver la vie et rendre toutes les planètes habitables. Ces individus sont alors venus étudier les restes de notre chère planète, devenue désertique. Ils recréèrent forêts, montagnes, rivières et océans. Ces aliens tentèrent de ramener à la vie toutes les espèces qui furent jadis présentes. Mais ils parviennent qu'à créer des hybrides entre humains et animaux. Pensant avoir réussi à voir ressusciter les êtres vivants de la jadis planète, cette espèce anthropomorphe est alors relâchée dans ce nouveau monde. Les aliens laissèrent des plantes, fruits et légumes extraterrestres pour qu'ils puissent se nourrir. Ils laissèrent les humains comme ça et quittèrent la planète. Les humains se développèrent et grâce aux plantes et minéraux laissés par les aliens, ils développèrent la magie sous forme de fioles de potions. Deux gigantesques continents sont présents, Amétrapon et Euroc. Le continent d'Euroc est en conflit entre ses régions nord et sud. Beaucoup de requins tentèrent d'immigrer vers Amétrapon, mais une grande partie meurt en essayant de traverser l'océan. À peu près 1000 ans après le départ des aliens, les humains se sont développés jusqu'à un niveau de développement comparable aux temps médiévaux des défunts humains, vers le XVIIIe siècle. Sauf que eux, les humains, développèrent la maîtrise de la magie, des sortilèges par ingurgitation de potions et élixirs. Ces pouvoirs devenus trop puissants et dangereux pour le royaume, le roi décida d'interdire la magie en 3979. Notre histoire prend place 10 ans après l'interdiction, en 3989, dans la région sud d'Amétrapon. Cet endroit s'appelle le village ailé. C'est un village de 10 km² dont les délimitations ont été comme arrachées de la terre pour s'envoler dans les cieux. 9 lourdes chaînes sont reliées entre le sol et l'île volante pour la retenir. C'est samedi et il est 21h. Depuis le bas, l'île volante semble être illuminée et très animée. Comme si cette île était la seule source de lumière autour de l'obscurité des campagnes de Saule Pleureur. Des barrières en bois ont été érigées tout autour des délimitations de l'île pour éviter les chutes accidentelles. La plupart des maisons, magasins, bars sont en bois. Les lumières donnent un ton festif au village. Les villageois, pour la plupart, des hommes et femmes oiseaux, font la fête à cette heure-ci. À l'intérieur d'un de ces bars, un homme corbeau semblait attendre quelqu'un. Il était assis sur un canapé aussi soigné que la décoration des lieux. Habillé d'une chemise en lin et d'un pantalon en faux cuir, il est en train de boire un verre de bière blonde. Un homme oiseau qui semble être dans un état d'ébriété avancé s'approche de l'homme corbeau. Et toi, qui t'a autorisé à ramener ta gueule ici? Ce quartier, c'est mon quartier. Ça, c'est mon bar aussi. T'es qui, hein? Je m'appelle Nehel. Je suis venu faire affaire dans ce village. J'ai une journée très épuisante, alors laisse-moi boire mon verre. Eh ben, je t'ai jamais vu dans le coin en tout cas. Moi, je me méfie toujours des étrangers. Surtout des sales bouffeurs de cadavres comme toi. Nehel se lève d'un coup, de manière menaçante, et prend l'homme oiseau par le col et le soulève d'un pied du sol. Sans un mot et avec un regard glacial très éloquent, il réussit à terroriser l'homme oiseau. De là, un homme hibou d'âge moyen, habillé d'un smoking, descend des escaliers.
Il demande à Nehal de laisser partir l'injurieux. Ce qu'il fait. L'homme oiseau est parti sur le champ. Cet homme hibou est l'homme qu'attendait Nehal. Les deux empruntent les escaliers pour rejoindre une salle de réunion. Une table ronde est en son sein. Une bouteille de scotch est dessus, avec 3 verres. 3 chaises sont présentes, dont une est prise par une jeune femme oiseau aux longs cheveux blancs qui s'appelle Portia. Nehal et l'homme hibou qui s'appelle Gamik s'assoient aussi. Gamik sert un verre de scotch à chacun des représentants de cette réunion. Bien. Maintenant que Monsieur Nehal est présent, nous allons pouvoir commencer la réunion. Pourquoi m'avez-vous demandé en réunion à une heure aussi tardive? Nous souhaitons vous proposer un contrat commercial à propos de la marchandise que vous vendez à travers vos multiples bars et distilleries. Et qu'est-ce que vous voulez me proposer exactement? Un homme comme vous, à la tête d'une telle entreprise d'alcool, peut croire qu'il manque de rien. Vos affaires marchent comme sur des roulettes. Nous sommes des distilleurs de bières artisanales. Nos bières ont un goût exquis et fruité. De ce que je sache, vous aussi vous faites de la bière. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes aussi connu dans ce milieu. Votre scotch est en effet le meilleur dans la région, voire même du pays entier. Par contre, la bière que j'ai goûtée dans ce bar, qui porte votre nom, en toute sincérité, rien d'extraordinaire. Vous êtes en train d'insinuer quoi, là? Ce que je suis en train de dire, monsieur Gamik, c'est que si vous vendez la bière que nous fabriquons, vos rendements seront multipliés, car cette marchandise sera d'une qualité supérieure à tout ce que vous aurez pu créer dans votre carrière. Ce sont des belles paroles, mais venons-en aux faits. Je ne peux rien signer si je n'ai pas reconnu la qualité de votre produit. Il se trouve que je suis pas le seul à avoir amené une bouteille ce soir. Nehal sort une bouteille d'1 litre de bière artisanale de son sac. Gamik accepte de goûter et vide son verre de scotch pour laisser place à la bière fruitée. Après avoir goûté 2 gorgées, l'homme hibou s'exprime. Je peux pas le nier, cette bière est bien meilleure que les miennes. Réfléchissez bien. Vous toucherez à la qualité supérieure à la fois dans les alcools forts et les alcools doux. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, nous laisser travailler avec vous. D'accord, j'accepte. Gamik signe le contrat commercial posé sur la table. Portia le range ensuite dans un dossier. Il se trouve que nous avons apporté au sein du village une cargaison remplie de 100 de ces bouteilles. Si vous le souhaitez, vous pouvez les acheter dès ce soir. Cela fera l'approvisionnement de ce bar en bière. Ouais, je crois que voir cette cargaison va m'intéresser. Arrivé devant la fameuse cargaison, qui se trouve sur les quais de stockage, l'homme hibou fait une offre à 1000 ulins, soit 250 €. Nehal et Portia acceptent, et l'homme hibou sort de son porte-monnaie la somme promise. Joe, Martin, amenez le caisson dans le stock de mon bar. Bien. La semaine prochaine, je vais avoir besoin de 100 de ces caissons dans l'entrepôt de Titanopolis. On va pouvoir faire ça. L'entreprise vous en donnera 100 000 units. Soyez là avec la cargaison samedi matin. Et peut-être que je vais intégrer à l'entreprise. Bref, ce n'est pas ça, mais j'ai une grosse journée qui m'attend demain. Il faut que j'aille dormir. Pas de problème. À la semaine prochaine. Nehal s'accoude à la barrière en bois, s'allume une clope et contemple la vallée de Saule-Pleureur et ses multiples ruisseaux. Ça fait déjà 1000 balles de gagné. Qui sait combien on va pouvoir se faire si on travaille avec ce mec? Ouais. Dans un futur plus ou moins proche, nous pourrons blanchir tout l'argent que l'on souhaite. Bon bref,
Je vais rentrer chez moi. J'ai envie de retrouver ma femme. À demain, Portia. Nehal écrase sa cigarette, déploie ses ailes et s'envole. Après une demi-heure de trajet, il arrive enfin chez lui. Il habite une maison en bois de campagne, entourée par les champs de blé qui s'étendent à perte de vue. Il emprunte la porte d'entrée de façon à ne pas trop faire de bruit. Sa femme dort paisiblement. Une femme corbeau très belle, aux cheveux rouges et à la corpulence très attirante. Nehal la rejoint afin de trouver le sommeil. Qui sait ce que la prochaine journée lui réservera. Alors qu'il dormait paisiblement, Nehal se réveille. Il est 7 heures. Il est temps pour lui de se réveiller. Il descend dans la salle à manger. Sa femme lui a préparé un déjeuner à base de ziave, légumes bleus et ronds au goût de caramel, et des tartines de bleu rase, une confiture de framboise, myrtille et mûre. Une petite discussion s'engage entre Ziana, sa femme, et Nehal. Salut mon chéri. Alors ça avance comment les affaires pour toi? Je vais faire toute la semaine une tonne de bière pour l'entreprise Gamic. Il m'a proposé d'embaucher moi et mon équipe si je lui livre tout ça la semaine prochaine. Waouh! Si tu réussis, nous allons pouvoir avoir la vie qu'on a toujours rêvé. Nous allons pouvoir offrir une vie superbe à nos futurs enfants. C'est vrai que l'idée de voir nos enfants jouer dans cette prairie me plaît. Ouais. Bon, je te laisse. J'ai beaucoup de travail qui m'attend moi aussi. Entre ce blé et les plantations, tout ça n'en finit plus. Au fait, j'aimerais que tu rentres avant 19h. J'ai envie qu'on dîne ensemble ce soir. Je te le promets, mon cœur. Faut que je filme aussi. À toutes. Je t'aime. Nehal s'envole dans le jardin et après 1 heure de trajet, il arrive à l'extérieur d'un entrepôt reculé dans une plaine. Des immenses machineries pour fabriquer de la bière sont présentes en grand nombre. L'homme corbeau rejoint le bureau des réunions. Portia l'attendait avec un jeune homme renard âgé de 17 ans, très beau, aux yeux bleus, vêtu d'une chemise verte foncée. Bonjour à tous. Bon, alors je vais commencer par te faire le rapport d'hier soir, Gabriel. Tout s'est bien passé. Gamic a aimé notre produit et il réclame une tonne de bière pour samedi prochain. Et avec de la chance, on sera tous les 3 intégrés à l'entreprise. De ton côté, ça s'est passé comment? Tout ne s'est pas passé comme prévu, monsieur Nehal. L'agriculteur n'est pas venu à 23h au point de rendez-vous. Ah, c'est très emmerdant ça. Ouais, il nous faut ces 6 tonnes d'orge dès aujourd'hui. Putain. Tu n'as qu'à contacter un autre agriculteur? J'en connais pas d'autres qui vendent au noir. Pourquoi ne pas faire la transaction directement chez lui? L'agriculteur a sûrement dû avoir un empêchement. Ah, t'es vraiment pas con, toi. C'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il a juste dû oublier le rendez-vous. C'est un vieux sénile. Je te laisse te charger des livraisons d'aujourd'hui, Portia. Nehal et Gabriel prennent la charrette motorisée disposée dans le garage et prennent la route. Ils ont pris de quoi manger car la route sera longue. Ils sillonnent les chemins de campagne avec un ciel bleu magnifique reflétant sur le teint vert des plaines.
Vers 13h, les deux arrivent à l'adresse du paysan. Ils se garent devant la maison. Dans le grand champ d'orge de 200 mètres carrés, devant la demeure, le paysan homme-oiseau coupe à la faucille l'orge. Les deux hommes se dirigent vers le vieux monsieur, qui les dévisage dès le premier regard. Bien le bonjour, monsieur Herman. Il semble que vous n'étiez pas au point de rendez-vous hier. C'est un très beau champ que vous avez là. Ça doit demander un gros travail pour l'entretenir. Désolé, ma charrette est tombée en panne. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On peut faire la transaction directement ici. Non, Et pourquoi ça? On s'était mis d'accord, non? je ne veux pas mon agriculture aux étrangers, c'est tout. Quand j'ai su que mon orge serait vendu à une saleté d'homme corbeau comme vous, C'est fort regrettable, monsieur je Herman. me souviens de vous. En vous voyant en personne, je vous ai directement reconnu. Vous êtes l'homme corbeau qui parlait de blanchir de l'argent au village ailé. À coup sûr, vous jouez aux alchimistes. Vous gagnez votre vie de façon malhonnête. Avez-vous pensé à ce qui se passera si ces potions que vous fabriquez arrivent entre de mauvaises mains? J'ignore d'où viennent de telles accusations, mais vous feriez mieux. L'affaire, gamin. Vous feriez mieux de dégager. Eh ben quoi? Vous allez me tuer, c'est ça? Le paysan prend sa faucille et menace les deux hommes. On peut discuter. On n'est pas obligé d'en arriver là. Notre intention n'a jamais été de vous faire du mal. Croyez-moi. Nehal se jette d'un coup sur le vieux monsieur et le neutralise sans grande difficulté. Il prend la faucille. Gabriel crie. Non! D'un geste sec et froid, d'un bruit répugnant du sang qui gicle, Nehal tue le paysan, en lui plantant la faucille dans la gorge. Gabriel, choqué, regarde avec effroi le sang qui se répand sur l'herbe. Nehal prend une pelle posée sur le sol et la tend à Gabriel. Il donne au jeune comme seule instruction de creuser. Le jeune homme renard comprend qu'il va devoir creuser la tombe du vieux monsieur. Mettant difficilement ses émotions de côté, Gabriel creuse en pleurant. Nehal, quant à lui, garde son sang-froid face à un tel imprévu et se dirige vers la maison, et entre dedans. Il n'y trouve ni femme ni enfant, ce qui le rassure. Mais Nehal n'a pas le temps pour ça. Il doit prendre la charrette et se diriger vers la grange d'où sont stockées les bottes d'orge. Un à un, comme un travail à la chaîne en solitaire, il prend les bottes jusqu'à remplir la charrette. Une fois cette tâche finie, il part rejoindre Gabriel. Il se trouve assis sur le sol, dos à l'horreur qui est derrière lui, le visage déconstruit. Nehal le laisse tranquille. Il dépose le corps dans le trou et le rebouche. Une fois ça terminé, il s'assoit à côté de Gabriel et s'allume une cigarette. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, "Who is that man?" You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Les deux hommes reprennent la route avec la charriole motorisée, et après quelques temps de route, Nehal fait la conversation avec Gabriel. Tu sais, pour ce qui s'est passé tout à l'heure, Vous n'aviez pas le choix. J'en suis bien conscient. C'est juste que c'est la première fois que je vois quelqu'un mourir sous mes yeux. Je suis désolé. Je peux te poser une question? Dis-moi, ça fait 3 mois que tu es parmi nous et je me suis toujours demandé pourquoi un jeune aussi brillant que toi et pur décide-t-il de se tourner vers nous? Les hommes renards sont certes une race noble,
Mais mes parents n'ont pas eu la chance de jouir de tels privilèges. Ils avaient, selon la société, manqué de respect au roi. De ce fait, ils ont tout perdu, argent et privilèges. J'ai donc dû grandir dans un quartier malfamé. Mon père travaillait dans une usine de produits chimiques. Ce travail lui a donné le cancer des poumons. Il n'a donc jamais pu aller à l'hôpital, car cet endroit étant réservé aux privilégiés. Mon père a succombé. Ma mère a contracté la même maladie il n'y a pas longtemps. Je pouvais pas me permettre de la perdre elle aussi. J'ai cherché de partout et j'ai trouvé un hôpital clandestin. Là-bas, un homme loup m'a vendu une potion guérisseuse, anti-cancer. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous. Mais il faut encore que je gagne de l'argent pour moi et ma mère. Amputé de nos privilèges, de mes études de par mon interdiction d'intégrer les instituts scolaires, votre organisation était donc le seul moyen pour moi de m'en sortir. Comment on s'est rencontrés, vous connaissez déjà l'histoire. Plus tôt dans la journée, vers 8h45, Portia fait les derniers préparatifs pour la livraison d'aujourd'hui et prépare son départ de l'entrepôt. Elle emporte avec elle un sac à dos contenant 50 fioles magiques et s'envole. Après quelques heures de voyage, le paysage change petit à petit. Les plaines prennent un ton plus chaud, les pins parasols faisant partie intégrante de cette nature. Au front de mer, elle rejoint une grande maison provençale. Elle attend au portail et un homme ours en tenue de médecin arrive. C'est pourquoi nous sommes débordés, il n'y a plus de place. Je suis guérisseuse, laissez-moi passer. D'accord, je savais pas, je vous ouvre. Vous tombez bien, on a 20 blessés, dont 6 qui sont dans un état critique. Je vous accompagne à l'accueil. Portia va à l'accueil avec son sac. L'homme ours met rapidement toutes les fioles dans un chariot. Il est ensuite pris par une infirmière qui part directement les distribuer aux blessés graves. Bon, l'hôpital vous doit combien avec toutes ces fioles? Il y avait 50 fioles, 100 à l'unité, ce qui donne un total de 5000 units. L'homme ours sort de la caisse en billets, l'argent dû. Je vous remercie infiniment de votre intervention. Sans votre aide, 6 personnes étaient condamnées. Dans le lot, il y avait un gamin. Il s'est pris une flèche dans le... Une flèche qui lui a transpercé le poumon. Sa mère l'a transporté durant toute la traversée de la mer. C'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Et là, sa survie est assurée. Grâce à vous. Je pourrai jamais assez vous remercier. Nous, les guérisseurs et les guérisseuses, sommes mal vus, car le roi fait croire que nous sommes un danger pour un métrapon, que nous créons des potions dangereuses, etc. Mais nous n'avons jamais fait ça. Tout ce qu'on veut, c'est aider les gens. Et on se fait traiter comme de la merde par tout le monde. C'est vraiment injuste. Je peux vous assurer que vous êtes quelqu'un de bien. Vous risquez la prison à vie, voire l'exécution, pour sauver tous ces pauvres gens. Eh ben, je vous félicite aussi. Vous prenez d'énormes risques. Si le roi apprenait que vous soignez des étrangers... Ces gens sont bien chanceux de ne pas être morts en Europe. Ou même pendant la traversée. Putain, ça fait 44 ans quand même que le conflit a eu lieu entre les régions nord et sud. Ça fait vraiment des centaines et des centaines de morts tous les jours là-bas. Et tous ces gens-là n'ont jamais souhaité la guerre. Comment on peut les rajouter et les mêler à eux, les citoyens hommes-loups, à cette guerre qui ne les concerne même pas en fait? Putain, mais c'est vraiment trop triste. Bon, je suis navré, je peux pas rester plus longtemps. Il me reste encore beaucoup de route à faire. Et moi, il me reste des patients à aller consulter. Si vous avez encore des cargaisons de potions comme ça, on se fera un plaisir de les acheter. Portia s'envole depuis la cour. Après plusieurs heures de voyage, elle rejoint enfin la distillerie. Voyant que Gabriel et Nehal n'étaient toujours pas arrivés, elle fait l'inventaire pour faire la prochaine fournée de potions. Après le compte, il manque de l'osmantine, minerai fort en énergie magique nécessaire pour fabriquer des potions. Elle est l'ingrédient de base dans la magie.
Une fois tout ça noté, elle ne peut plus qu'attendre le retour des deux. Pour patienter, elle boit une boisson sucrée. Ce n'est qu'à 18 heures que les deux hommes rentrent enfin. Portia entend le moteur de la charrette et part les aider pour apporter l'orge. Tout s'est bien passé pour vous? Mais il y a plus d'orge que prévu, non? On a trouvé un arrangement avec le paysan. Ça nous fera du stock. Fais-moi le rapport de ta journée, Portia. Les potions ont été livrées avec succès au Tulip Medical Center. Ça nous a apporté 5000 Ulins. J'ai mis l'argent dans le coffre-fort. En vous attendant, j'ai fait l'inventaire du labo. Il nous manque de l'osmantine. Ok, je prendrai ça en compte pour les préparatifs de demain. Tu peux rentrer chez toi. Je vais aider Gabriel. D'accord. À demain alors. Après avoir rangé les bottes torches, Gabriel se lave les mains. Alors qu'il sortait des vestiaires, il entend une musique de piano, à l'air douce et mélancolique. Plus il se rapproche du son, plus le son est clair. Puis il trouve Nehal dans une pièce de l'entrepôt, jouant du piano. I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when, and I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train, it keeps rolling down on descending. So when I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy and don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that lonesome whistle blow my blues away. C'était magnifique, monsieur Nehel. Mon père jouait ce morceau à l'époque. Quand j'étais petit, j'habitais en Europe. Quand il est rentré de la guerre pour des raisons médicales, il s'isolait pour chanter, seul au bord de l'eau, d'une belle rivière qui passait près de la maison. Et moi qui l'écoutais, sans qu'il me voie. Quand j'étais gamin, je comprenais pas les paroles. Mais maintenant, ces paroles me transpercent le cœur. J'en ai fait plein à mourir, mais je m'y habitue jamais. Je comprends ce que cette chanson signifie aussi. Et c'est justement de par cette compréhension que je peux te dire de cesser de te tourmenter. Penser excessivement fait persister les maux les plus profonds. Et ce n'est pas de cette façon que vous deviendrez le père digne que votre femme désire. Tu as raison. Je dois arrêter de déconner et me focaliser sur ce qui est vraiment important. Tu es quelqu'un de bien, Gabriel. Et ton intelligence nous sera très utile pour le business. Gabriel sourit. Son sourire est tellement pur et communicatif que Nehal fait de même. Portia est rentrée chez elle rejoindre sa famille. Elle vit dans une grande maison proche de Titanopolis, une grande ville, avec ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. L'architecture du bâtiment peut faire penser à Versailles de l'ancien monde. Après avoir salué ses parents, elle file dans sa chambre. Elle pose ses affaires et continue sa peinture en cours. Sur une toile de 20 cm², elle reprend le portrait d'un beau jeune homme loup, aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Alors qu'elle commençait à mettre de la couleur, sa mère l'appelle pour manger.
Elle rejoint sa famille pour dîner et prend place sur une chaise libre. La pièce du salon est grande et impressionnante à voir. D'un style chic, chaque mobilier coûte une fortune. Le père de Portia, Djeko, entrepose sur une étagère les médailles qu'il a gagnées pour le service de la couronne. Alors, comment ça s'est passé ta journée, Portia? Très bien. Et si tu nous racontais ta journée, mon chéri? Eh bien, aujourd'hui on a chopé 2 toxicos. Ils nous ont dit qu'ils les avaient fournis en potions hallucinogènes, alors on les a relâchés. On a réussi à remonter jusqu'à un membre de la Ochrome Mafia, connu des services de police. Mais on ignore où il se trouve. Et on finira bien par le choper. Bref, vaut mieux manger avant que ça refroidisse. Alors que tout le monde mange son repas dans l'appréciation, Portia se presse de le finir. Et pour cause, elle doit rejoindre en ville un garçon qui correspond au portrait qu'elle a peint. Après que ses parents l'aient mise en garde sur les dangers de la ville, Portia prend son vélo et part. Son ami l'attendait en bas de son bâtiment HLM médiéval, qui se situe dans les banlieues sensibles de la ville. Un endroit ravagé par le trafic de drogue et la criminalité. C'est la nuit, et pas grand monde traîne dehors pendant la semaine. Elle rejoint Zoen, assis sur les marches devant le bâtiment. Il fumait un joint. Salut, Portia. Ça va? Coucou, ça va et toi? C'est quoi ces marques sur tes poings? Ça, c'est rien. C'est juste un trou de cul qui est venu me chercher la merde. D'accord, j'imagine que du coup t'as pas passé une bonne journée. C'est pour ça que je fume un joint. Tu veux tirer? Ouais, Ça se passe bien à la distillerie? plutôt bien. On a conclu un accord avec le patron des Gamiques en personne. Et on fera sûrement partie de l'entreprise. C'est bien ça. Mais bon, ce qui compte vraiment pour moi, c'est devenir peintre. Et tu le sais déjà. Par contre, il y a quelque chose que tu ignores. Quelque chose qui compte encore plus. Ou plutôt, quelqu'un. Et cette personne se trouve devant mes yeux. Je t'aime, Zoé. Je t'aime en mourir. Je suis désolé, mais je préfère que l'on reste amis. Tout en retenant ses larmes, Portia accepte le compromis de Zoen. Elle rentrera chez elle dans une grande tristesse et une déception tout aussi grande. Ce garçon est le seul qu'elle a jamais aimé. Et après 2 ans d'amitié, elle a enfin avoué ses sentiments, qui ont été rejetés. Elle fait donc, dans sa chambre, en regardant l'horizon nocturne, couler son sang avec une lame, afin de diluer sa douleur émotionnelle. Bring me away out of this web world.